Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Clara, je suis architecte diplômée d'État et aujourd'hui on va parler d'architecture. Pour commencer, cette première vidéo va répondre à une question fondamentale. C'est quoi un architecte? Alors, si vous aimez ce contenu et que vous voulez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La question est simple, mais elle est essentielle pour poser les bases. Tout d'abord, si on se réfère au Larousse, au dictionnaire, un architecte est une personne qui conçoit le parti, la réalisation et la décoration d'un bâtiment de tous ordres et en dirige l'exécution. L'ordre des architectes va plus loin en précisant que la vocation de l'architecte est de participer à tout ce qui relève de l'aménagement de l'espace et plus particulièrement de l'acte de bâtir. Donc si on simplifie, cela veut dire que l'architecte est la personne qui dessine et qui est chargée du chantier lors de la construction d'un bâtiment. Mais pour bien répondre à cette question, on va la décortiquer en plusieurs sous-questions, des bases simples aux aspects plus complexes. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, la dernière partie de la vidéo offrira des pistes supplémentaires. Alors, préparez-vous à devenir incollable sur les architectes. Comment devient-on architecte? En France, il existe 22 écoles spécialisées pour former les architectes. 21 écoles nationales supérieures d'architecture, ENSA, qui sont publiques, et une école privée, l'école spéciale d'architecture, ESA. Ces écoles délivrent au bout de 5 ans le diplôme d'état d'architecte. Les études suivent le schéma licence-master qui est européen. L'accès à ces écoles se fait généralement après le baccalauréat via un processus de sélection basé sur le dossier et ensuite via un entretien. Même s'il est possible d'intégrer ces écoles par des passerelles depuis le génie civil, le design d'espace ou encore les écoles d'architecture d'intérieur. La licence sur 3 ans offre une base en culture architecturale avec des connaissances fondamentales telles que la structure, la géométrie, la philosophie, la sociologie, l'histoire de l'art, l'urbanisme, etc. Elle initie également au processus de conception et permet la découverte de la compréhension et la pratique du projet architectural et urbain. À la fin de la licence, on obtient un diplôme d'études en architecture, ce qui permet notamment d'exercer en tant que dessinateur-projeteur. Le master, sur 2 ans, permet de se spécialiser par le biais de domaines d'études, tels que la transformation du patrimoine bâti, la régénération des territoires métropolitains ou ruraux, ou encore l'éco-conception. Mais ces spécialisations ne sont pas présentes sur le diplôme. Tous les étudiants ont le même. À l'issue du master, on obtient le diplôme d'état d'architecte, qui permet d'exercer comme architecte, bien qu'il ne permette pas d'ouvrir sa propre agence d'architecture. En effet, en France, le titre d'architecte est protégé par un ordre professionnel similaire à celui des avocats ou des médecins. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je me présente comme architecte diplômé d'État et non comme seulement architecte. Pour être architecte tout court, il est nécessaire de passer par une étape supplémentaire après l'obtention du diplôme, c'est l'habilitation à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre, HMONP, suivi de l'inscription à l'ordre des architectes. Alors, cette homologation peut se faire directement après les études d'architecture ou plus tard. Il n'y a pas vraiment de limite. Une fois inscrit à l'ordre et après avoir prêté serment, on obtient le statut d'architecte. Et alors, pour votre information, le serment est le suivant. Dans le respect de l'intérêt public qui s'attache à la qualité architecturale, je jure d'exercer ma profession avec confiance, probité et responsabilité et d'observer les règles contenues dans la loi sur l'architecture et dans le code de déontologie. Mais bon, ça on y reviendra plus tard quand on parlera de l'intérêt public. Alors maintenant que nous avons abordé les études d'architecture, on va parler des différences concrètes entre DPLG, DE et HMONP. Parce que c'est assez confus et qu'on entend souvent ces termes sans savoir ce qu'ils signifient vraiment. Un architecte diplômé par le gouvernement, DPLG, a obtenu son diplôme avant 2007 lorsque les études d'architecture étaient organisées différemment. Ce titre concerne donc tous les architectes diplômés entre 1940, année de la création de l'Ordre des architectes, et 2007. À cette époque, les études duraient 7 ans et conféraient les mêmes responsabilités que les architectes HMONP d'aujourd'hui.
Prenons un exemple pour mieux illustrer ce que j'explique. Si vous décidez de réaliser un projet de plus de 150 mètres carrés, la loi française exige que vous fassiez appel à un architecte DPLG ou un architecte HMO-NP pour obtenir un permis de construire. Donc, les architectes DPLG et HMO-NP ont les mêmes droits et devoirs, bien qu'ils aient suivi des formats d'études différents. En revanche, les architectes DE, comme moi, peuvent exercer en tant qu'architectes, mais ils ne peuvent pas signer des permis de construire de plus de 150 mètres carrés, ni créer leur propre agence d'architecture. Une des raisons principales du passage de DPLG à HMO-NP, c'est que l'année de HMO-NP met l'accent sur l'aspect réglementaire et administratif du métier, préparant les architectes à gérer une agence, alors que les études d'architecture se concentrent principalement sur des questions de conception, abordant moins les aspects financiers ou juridiques. Après, dans cette vidéo, on a parlé plusieurs fois de l'ordre des architectes. Mais au fait, qu'est-ce que c'est? Alors, l'ordre des architectes est une institution française fondée en 1940. Son rôle principal est de représenter la profession et de garantir l'intérêt public. La loi numéro 77.2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture déclare que la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnement, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine, sont d'intérêt public. Ce premier article est fondamental pour nous, les architectes, car il nous définit d'intérêt public, et donc comme des acteurs essentiels pour le bien-être de la société. En déclarant l'architecture d'intérêt public, le législateur, c'est-à-dire l'État, a confié à l'ordre une délégation de service public qui lui impose de veiller à la protection de celui-ci. L'ordre des architectes, placé sous la tutelle du ministère de la Culture, a donc notamment 5 missions, qui sont 1. D'assurer la tenue du tableau régional des architectes et veiller à la protection du titre d'architecte. Car vous vous rappelez, pas tout le monde peut s'appeler architecte. Et chaque architecte, quand il a passé son HMO-NP, doit s'inscrire au tableau de sa région, l'ordre étant divisé en régions. 2. De garantir le respect des règles déontologiques et de la discipline des architectes et des sociétés d'architecture. Par exemple, les architectes sont tenus d'entretenir entre eux des liens confraternels et ils se doivent mutuellement assistance morale et conseil. C'est l'article 17 du Code de déontologie des architectes. 3. De procéder au contrôle des formes juridiques et des modalités d'exercice de la profession, notamment en matière d'assurance civile professionnelle, obligatoire. Cela signifie que chaque architecte doit être assuré dès le début de son activité professionnelle pour toute mission, même un simple conseil gratuit, car celui-ci peut être générateur de responsabilité. 4. De participer à l'organisation de l'enseignement et de la formation continue. En effet, les architectes doivent suivre environ 20 heures de formation par an pour notamment maintenir leurs compétences à jour. Et 5. De représenter la profession auprès des pouvoirs publics nationaux ainsi que des instances européennes et internationales. En résumé, l'Ordre des architectes, c'est une institution qui protège à la fois les intérêts des architectes et ceux du grand public, en veillant à la qualité et à l'intégrité de la profession. C'est pour ça que les architectes prêtent serment. Quand on parle d'architecture, on entend souvent les termes maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? La maîtrise d'œuvre, ou MOE, désigne l'ensemble des activités et des responsabilités liées à la conception, à la coordination et à la responsabilité technique d'un projet. Ce rôle est généralement assuré par un architecte, un bureau d'études ou une équipe spécialisée. La maîtrise d'ouvrage, ou MOA, désigne quant à elle la personne physique ou morale qui initie et finance un projet de construction. Le maître d'ouvrage est le commanditaire du projet et on assume la responsabilité globale. Pour simplifier, si vous décidez de construire une maison, vous êtes le maître d'ouvrage et l'architecte est le maître d'œuvre. Nous allons maintenant explorer l'importance du rôle des architectes, leur utilité. L'architecte agit comme un chef d'orchestre dans un projet architectural. Nos études nous préparent à comprendre les différents métiers impliqués,
comme les ingénieurs structure, fluide ou thermique, à maîtriser les réglementations en vigueur et à saisir les besoins et les désirs du client. Bien que certains pensent pouvoir se passer d'un architecte, cela s'avère souvent peu réaliste. En effet, un architecte ne se résume pas seulement à dessiner des plans. C'est anticiper les besoins d'isolation, les chemins des circuits électriques et des canalisations d'eau. C'est aussi prendre en compte, par exemple, l'orientation du bâtiment pour minimiser l'utilisation de l'énergie. Le rôle de l'architecte est donc de comprendre et synthétiser toutes ces informations et contraintes, de les traduire en un projet cohérent et de les communiquer efficacement à toutes les parties prenantes, que ce soit par des plans techniques pour les divers métiers impliqués ou des perspectives réalistes pour les clients. Au-delà de ce travail, une fois le travail dit d'esquisse terminé, l'architecte est aussi chargé de contacter les entreprises pour la réalisation de bâtiments et de superviser le chantier. Il assume également une responsabilité décennale sur l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il est responsable du bâtiment pendant 10 ans après sa réalisation. Alors, pour répondre à la question de cette vidéo, qu'est-ce qu'un architecte ? Un architecte est un professionnel formé pour concevoir et superviser la construction de bâtiments en tenant compte des besoins des clients, des contraintes techniques, réglementaires et environnementales, tout en veillant à la qualité, à la durabilité et à l'esthétique des réalisations. Maintenant, allons plus loin et arrivons à la partie qui vous permettra de briller en société. Lorsqu'on parle d'architecture, beaucoup pensent immédiatement au concours. Mais saviez-vous que tous les architectes ne participent pas à des concours ? La profession est vaste et selon la taille et les compétences, des agences d'architecture peuvent faire des travaux très différents. Pour illustrer cela, parlons des différents marchés. En effet, les architectes se situent souvent soit sur le marché public, soit sur le marché privé, soit les deux. Mais qu'est-ce qu'un marché public ? Les marchés publics sont des contrats passés par une personne publique, c'est-à-dire une entité gouvernementale ou un organisme public, comme une municipalité, une administration ou encore une institution publique, comme une école ou un hôpital, avec une personne publique ou privée pour répondre à ses besoins de travaux, de fournitures ou de services. En architecture, on est donc sur des marchés publics de travaux. Comme ce sont des projets commandés et généralement financés par des fonds publics et à destination d'utilisation publique, les procédures sont assez strictes. Il y a 3 grands principes à la commande publique. 1. La liberté d'accès à la commande publique. 2. L'égalité de traitement des candidats. Et 3. La transparence des procédures. Voyons maintenant les différentes phases d'un concours d'architecture en marché public en 3 étapes. Premièrement, l'annonce et la publication du concours. La personne publique doit préparer le dossier de consultation qui comprend le règlement du concours, le programme architectural, les critères de sélection et les délais. Puis l'annonce est publiée dans les supports spécialisés, des journaux officiels ou des plateformes de marché public prévues à cet effet pour informer les candidats potentiels. Deuxièmement, la phase de candidature. On demande alors aux agences d'architecture de donner entre autres plusieurs informations comme présenter l'agence, présenter l'équipe qui la compose, mettre en avant les formations et certifications de l'agence. De montrer qu'on a compris le projet en réalisant un cahier des charges, un planning prévisionnel, une proposition financière, des références de projets similaires réalisés dans une période donnée, de former une équipe avec des bureaux d'études qui ont généralement de l'expérience sur ces types de programmes. Par exemple, si une mairie commande une piscine, elle va normalement demander 5 références de piscine réalisées ou de concours de piscine dans les 5 dernières années. Cela permet de s'assurer des compétences et de l'expérience de l'agence. Un comité de sélection va alors examiner les candidatures et sélectionner un nombre limité d'architectes ou d'équipes d'architectes pour participer à la phase de conception. Et enfin, la phase de concours, les équipes sélectionnées réalisent des éléments graphiques, c'est-à-dire des plans, des coupes, des perspectives,
mais également des éléments écrits pour répondre au concours. Le jury, composé de professionnels de l'architecture, de représentants de l'autorité publique et parfois de citoyens, évalue les projets selon des critères prédéfinis. Cette étape-là est anonyme. Le jury ne sait pas quelle équipe a réalisé quel projet. Il me semble également important de préciser que toutes les équipes ayant soumis des projets, donc ayant participé à la dernière partie, reçoivent une rémunération, notamment pour payer le temps passé à réaliser ce projet. Les lauréats peuvent parfois recevoir des prix supplémentaires, mais travaillent ensuite sur les phases suivantes du projet. Qu'est-ce qu'un marché privé? Maintenant qu'on a vu les marchés publics, passons maintenant au marché privé. Un marché privé se réfère aux projets financés et commandés par des clients privés tels que des particuliers, des entreprises, des promoteurs immobiliers ou des associations. Contrairement au marché public que nous venons de voir, ils ne sont pas soumis aux mêmes réglementations strictes. Voici 2 éléments clés. 1. La sélection des architectes. Le client privé choisit son architecte selon ses propres critères, comme la réputation, le portfolio, les recommandations ou des relations antérieures. 2. La négociation directe. Les termes du contrat, les honoraires, les délais et les conditions spécifiques sont négociés directement entre le client et l'architecte. Par exemple, un particulier souhaitant construire sa maison peut directement contacter une agence d'architecture de renom ou recommandée par ses proches. La relation est plus directe et personnalisée. Voilà, vous connaissez maintenant les différences entre les marchés publics et privés en architecture. Pour caricaturer, les grosses agences répondent souvent à des marchés publics ou à des marchés privés de grosse envergure, alors que les petites agences vont principalement répondre à des marchés privés plus petits. Alors là, je suis consciente que ça fait beaucoup d'informations. Alors récapitulons en 6 points clés. 1. Le rôle de l'architecte. L'architecte conçoit et supervise la construction de bâtiments en combinant esthétique, technique et réglementation. 2. La formation en France. En France, devenir architecte nécessite un diplôme de l'une des 22 écoles spécialisées, suivi de l'habilitation à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre, HMO-NP, pour pouvoir ouvrir une agence et signer des permis de construire de plus de 150 m². 3. DPLG, DE, HMO-NP. Les architectes DPLG et HMO-NP ont les mêmes droits et responsabilités, alors que les architectes DE ne peuvent pas signer de permis de construire pour des projets de plus de 150 m², ni créer leur propre agence. 4. L'ordre des architectes protège le titre et garantit la qualité professionnelle. 5. MOE, MOA. Dans un projet de construction, l'architecte est le maître d'œuvre, MOE, responsable de la conception et de la supervision technique, tandis que le client est le maître d'ouvrage, MOA, initiant et finançant le projet. 6. Les types de marchés. Les architectes peuvent travailler sur des marchés publics, soumis à des règles strictes pour assurer transparence et égalité, ou sur des marchés privés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donne envie d'en savoir plus. Toutes les références sont en lien dans la description. N'hésitez pas à laisser vos questions, remarques, suggestions dans les commentaires ci-dessous. Votre participation m'aidera à améliorer les contenus et à aborder les sujets qui vous intéressent le plus. Je suis impatiente de connaître vos impressions et vos idées, alors exprimez-vous et partagez votre curiosité. Par exemple, des précisions sur le métier d'architecte, le patrimoine ou l'histoire des études d'architecture. De mon côté, j'essaierai de répondre à toutes vos interrogations. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok. Je vous invite également à partager pour faire connaître l'architecture à tous. Merci et à bientôt!